Alors que nous avons rendez-vous avec la Grande. Je suis plutôt d'accord avec vous et je vais expliquer pourquoi. La France est plutôt un grand pays et les Français ont toujours été capables de montrer de très grandes choses lorsqu'ils étaient unis. Malheureusement, on a peut-être une des classes politiques les plus pitoyables du monde. Heureusement que ce n'est pas cette classe politique qui nous dirigeait pendant la Seconde Guerre mondiale ou pour l'après-Seconde Guerre mondiale, parce que vraisemblablement, on serait toujours sous occupation de l'Allemagne nazie. Vraisemblablement, et je vais expliquer pourquoi. Lorsque vous luttez contre l'antisémitisme, quel est le mot d'ordre officiel, est-ce que vous ne voulez pas que l'ensemble de nos concitoyens, qu'importe leur vote, qu'importe leur appartenance partisane et qu'importe leur orientation politique, veuillent lutter contre l'antisémitisme. Et donc je ne sais pas comment on fait, mais les personnes qui s'opposent à la participation des électeurs du Rassemblement national vont nous expliquer clairement comment on fait pour lutter contre l'antisémitisme et provoquer un sursaut global qu'on a besoin, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, en excluant d'emblée des personnes qui voudraient lutter contre l'antisémitisme. C'est quand même une question qui est évidente. Ensuite, après, est-ce qu'on peut avoir des doutes sur le caractère ou pas de certains partis comme la France Insoumise et le Rassemblement national qui ont tenu des positions ambiguës ces derniers temps? Oui. Mais est-ce que pendant un week-end, pendant un sursaut, on ne peut pas provoquer le même sursaut qu'on avait connu lors de la manifestation après Charlie Hebdo pour provoquer un sursaut en France et montrer un signe de manifestation et de compassion à l'égard de nos compatriotes de confession juive qui se sentent harcelés depuis un mois, qui quand même, faut le rappeler, ont peur de recevoir des livraisons chez eux, ont peur de manifester leur appartenance communautaire, ont peur de montrer leurs signes religieux et ont peur de montrer tout simplement qu'ils sont juifs et ont peur d'être attaqués uniquement en raison de leur confession, ce qui n'est pas arrivé notamment de manière aussi omniprésente et de manière aussi importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Karim, moi je veux dire en écoutant William, moi je un petit mot. Je m'imagine à la place des personnes de confession juive qui se disent on traverse les pires peurs depuis un mois, on a peur d'être pourchassé, on a peur d'avoir des livraisons des libéraux ou n'importe quel VTC, on a peur de sortir chez soi. Dimanche, les divisions sont même moi je pense honnêtement renforcées. Que qu'importe les partis, le plus principal, c'est que les personnes s'entendent sur la lutte contre l'antisémitisme, ce serait déjà bien. Moi, je trouve que c'est ça le premier point. C'est-à-dire que si tous les partis disent on veut lutter contre l'antisémitisme, ça veut dire que Bardella maintienne ses déclarations d'aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dit dimanche, ça veut dire que la France Insoumise doit changer de position par rapport à ce qu'ils ont tenu depuis le 7 octobre, je pense que si par cas les partis veulent faire, il faut leur ouvrir la porte pour qu'ils le fassent. La difficulté qu'on a, je pense que c'est la difficulté essentielle, c'est qu'il y a davantage plus de haine et que cette manifestation montre non pas qu'on veut montrer un bloc uni, mais qu'en fait chacun des partis a davantage de haine pour l'autre. Donc ça veut dire que, pour reprendre la phrase de Gérard Collomb, il y a plus de chances aujourd'hui qu'on vit face à face que côte à côte, malheureusement. Pas vraiment. Quelle est la ligne directrice de la diplomatie française depuis un mois ? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que depuis qu'il a été élu président de la République en 2017, il a toujours hésité entre la position gaulo-mitterrandienne, voire chiracienne, avec celle de BHL. Seulement, on ne pouvait pas être BHL et général de Gaulle en même temps, c'est pas possible. Je pense que la clé, c'est de dicter une politique qui est simple, qui est claire, qui est celle qui a permis à la France d'être respectée dans le monde entier. Pourquoi est-ce que les gens se tournaient vers la France ? Pourquoi est-ce que Yasser Arafat a voulu se faire soigner ici ? Pourquoi est-ce que les pays du monde arabe se tournaient vers la France ? Et pourquoi est-ce qu'on était respecté dans un ensemble de pays ? Et pourquoi est-ce que beaucoup de nos amis et de nos collègues du monde africain et du monde arabe disent aujourd'hui le dernier président que vous avez eu qui était respectable, c'était Jacques Chirac ? Tout simplement parce qu'on a tourné le dos à la politique qui était historique de la France. La France a eu un rôle historique parce que le général de Gaulle, lorsqu'il part à Londres le 18 mars... Il y a aussi des intérêts étrangers qui sont un peu venus brouiller la voie de la France dans les pays que vous évoquez. Comme on est le 9 novembre et que la France est veuve depuis le 9 novembre 1970, c'est quand même bon de rappeler que le général de Gaulle, lorsqu'il part à Londres, il imagine la France d'après. Il se dit, les États-Unis vont rentrer en guerre, ils vont redessiner un nouveau monde, et nous, la France, on va jouer ce rôle-là. Mais est-ce que Emmanuel Macron a une vision de ce qui va se passer sur l'après-conflit entre Israël et Palestine ? Partager une émotion, c'est pas une politique. Est-ce qu'on peut être triste et partager une émotion avec ce qui s'est passé le 7 octobre ? Oui, surtout quand des personnes ont vu les images. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que lorsque vous comparez les attaques que nous avons menées contre des États terroristes ou des organisations terroristes, toutes celles qui n'ont pas préparé un plan après ont échoué. Après le 11 septembre, on n'a pas imaginé qu'est-ce qu'on ferait de Al-Qaïda et de l'Afghanistan après. Donc au final, les talibans sont revenus 20 ans après. Par contre, et c'est là on peut lui reconnaître ça, François Hollande, après le Bataclan, a organisé une coalition internationale qui regroupait la Russie, la Chine et l'ensemble des pays du monde arabe contre l'État islamique. Le contexte géopolitique n'était pas le même. Oui, mais au moins on a réussi à embarquer tout le monde derrière nous parce qu'on a réussi à convaincre que sans l'État islamique, les pays du monde arabe se porteraient mieux. Est-ce qu'on n'aurait pas dû convaincre les pays du monde arabe qu'ils seraient mieux sans le Hamas ? Karim, un mot. Et je reviens tout de suite après. La somme est importante et je ne le conteste pas. Mais il faut comparer avec deux éléments qui sont très intéressants. C'est vrai que comparé aux aides à l'Ukraine, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est donné par la France. Mais surtout, il faut comparer avec ce que donnent les États-Unis. Les États-Unis ont déjà annoncé 60 milliards pour l'Ukraine et 12 milliards. Et les États-Unis n'ont pas 600
fois plus ou 6 000 fois plus de budget que nous. Donc, ils ont donné beaucoup plus que nous, voire même plus que toute l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'ils ont un rôle diplomatique et un rôle dans la guerre qui est beaucoup plus important. Et il y a un autre point que moi je note et qui a intéressé beaucoup de téléspectateurs de cette chaîne, c'est si par cas on ne donne pas cet argent pour que les gens puissent se reconstruire, il y a deux choses qui sont très intéressantes. D'une part, les États vont être déstabilisés, comme ce qui s'est passé en Libye, comme ce qui s'est passé en Irak, comme ce qui s'est passé en Afghanistan, comme ce qui s'est passé également en Syrie. Donc un Daesh peut émerger. Et l'autre point, c'est si par cas on ne donne pas d'argent pour que les gens restent sur place, on va devoir gérer des flux migratoires qui sont très importants. On parle de 300 à 500 000 personnes qui pourraient fuir la bande de Gaza. On sait que l'Égypte ne la récupérera pas. On sait que les pays du Golfe arabe ne la récupérera pas. Les pays chiites ne sont pas en état également de les récupérer. Donc si on n'aide c'est pas l'intérêt de l'Occident qui est une catastrophe humanitaire majeure à Gaza. L'intérêt de l'Occident, c'est que le Hamas disparaisse et qu'ensuite après on soutienne Gaza pour qu'il puisse reconstruire et que le peuple palestinien reste habité à Gaza. On est d'accord, mais il faut quand même contrôler les flux parce que oui, bien sûr. Non, c'est pour ça que il faut éliminer le Hamas. Il faut éliminer le Hamas d'abord. Si vous voulez, vous répondrez. Ça, c'est évident qu'Israël se préoccupe davantage de la vie humaine que le Hamas. Il n'y a pas de débat dessus. Là, la difficulté, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, confondent le peuple de Gaza et le Hamas. Et il faut mettre la distinction entre les deux. C'est une erreur. Et c'est ça le problème essentiel. Parce que lorsqu'on parle de la riposte israélienne, qui peut expliquer aujourd'hui concrètement quelle est la stratégie israélienne à Gaza depuis le 7 octobre ? Benjamin Netanyahou a changé d'objectif au moins 5 fois d'affilée. Il a dit qu'au départ, l'objectif numéro 1, c'était d'éradiquer le Hamas. Après, il a dit que l'objectif, c'était de sauver les otages. Aujourd'hui, qui peut croire que si par cas son objectif prioritaire c'est de sauver les otages, on peut sauver le maximum d'otages en faisant une entrée de 50 000 soldats dans la bande de Gaza et en bombardant pendant 21 jours. Quel chef militaire peut m'expliquer ça ? J'aimerais bien savoir parce qu'il n'y en a aucun qui expliquera ça. Les objectifs d'éradiquer le Hamas et de sauver les otages sont des objectifs qui sont contradictoires. Ça c'est le premier élément. Le deuxième point que je mets et qui est quand même grave, c'est que je maintiens les mêmes points. Qu'eût-il fallu faire ? On est tous là à donner des leçons au gouvernement israélien après une attaque. Mais comme ça, je vais dire la phrase réplique. C'est l'opération militaire la plus dure de tous les temps. Donc, juger militairement Israël est très compliqué. Par contre, on peut dire que le gouvernement commet des erreurs politiques. Et je vais en dénombrer au moins 3. La première, c'est qu'effectivement, quelqu'un a dit, je ne sais plus, il ne faut pas mettre de stratégie politique en place parce qu'il faut réagir à l'opération du 7 octobre. Moi, je me rappelle juste que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a réussi à faire Yalta avant de prendre Berlin. Et avant de bombarder le Japon de la bombe nucléaire. Donc on a imaginé le monde d'après pendant la Seconde Guerre mondiale. François Hollande, avant de bombarder Daesh, a réussi à mener une coalition internationale avec la Russie, avec l'époque à laquelle il était en conflit. Il a même ramené la Chine et certains pays du monde arabe avec nous pour éradiquer le terrorisme. Lorsque vous ne menez pas de stratégie internationale, comme ce qui s'est passé en Afrique, comme ce qu'on a fait au 11 septembre, au final on a eu pire. Parce qu'après l'Afrique, on a perdu le Mali, on a perdu le Niger, on a perdu le Burkina Faso. Après l'intervention américaine du 11 septembre, c'était pire en Afghanistan après les Américains qu'avant les Américains. Et de la même façon en Irak, ils sont passés dans l'arc chiite et dans l'Iran jusqu'à la fin de notre vie dans l'axe du mal qu'appelait George W. Bush. Et le dernier point que moi je mets, c'est est-ce que Israël peut se permettre de perdre à la fois les pays du monde arabe qui avaient signé les accords d'Abraham et surtout les pays occidentaux comme Emmanuel Macron et les États-Unis qui se distinguent de plus en plus de la position d'Israël alors que les États-Unis sont le meilleur allié d'Israël. C'est toutes les questions qu'on pose et qui sont légitimes, qui peuvent interroger la stratégie d'Israël quand même. Moi je me pose une question, Karim Zeribi. Est-ce qu'il y a